Bonsoir, les titres de l'actualité de ce lundi 6 juin 2016 avec le coup d'envoi du mois saint de Ramadan, 30 jours de pénitence, d'abstinence et plus tard de récompense, c'est à suivre. À suivre aussi cette mission de la Banque mondiale qui est à Conakry. Elle planche avec des cadres guinéens sur le financement des grands projets. Une réunion ce matin a permis de cerner les paramètres. Enfin, un avant-projet de loi contre le terrorisme existe désormais. Il a été rédigé lors d'un atelier à Kindia et attend d'être soumis à l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Premier jour, ce lundi du mois saint de Ramadan, et comme on devait s'y attendre, ce mois de pénitence vient bousculer les habitudes. Beaucoup de choses changent, à commencer par le style vestimentaire des jeunes filles. C'est le premier élément de cette édition. Il est signé Fatimatou Diallo. En ce premier jour du Ramadan, voici le visage de la capitale guinéenne. La spiritualité du mois impose de nouvelles habitudes aux fidèles musulmans. Des restaurants et autres lieux de loisirs sont fermés. Les habits légers laissent la place aux tenues traditionnelles amples et décentes. Chez les femmes, plus de mèches et la tête couverte par des foulards ou hijab. J'ai couvert ma tête parce que c'est le mois de Ramadan et les femmes doivent s'habiller décemment. L'extravagance n'est pas permise en ce mois-ci. La femme musulmane doit avoir un habillement décent. Si nous observons aujourd'hui que nos sœurs, nos filles ont adopté ce comportement, vraiment ça nous réjouit et nous prions Dieu que ça soit pérennisé. On observait souvent que dans les quartiers, il y a des musiques partout, mais aujourd'hui, par exemple, il y a le calme, il y a aussi, quand vous écoutez un peu de bruit, c'est les cantiques religieux ou les prédications des grands érudits à travers les cassettes. Les gens aiment écouter ça beaucoup. Le mois saint de Ramadan est une période de pénitence pour les fidèles musulmans. Un moment propice pour se rapprocher davantage de Dieu. Les mosquées, plus que jamais, atteignent leur haut niveau de fréquentation. Aujourd'hui, il n'y a pas. Sinon, chaque année, le premier jour du mois de Ramadan, il y aura beaucoup de monde dans la prière de jour. Selon les Écritures saintes, le comportement du musulman doit être exemplaire. Un principe que les fidèles ont du mal à suivre à la lettre. Pendant le Ramadan, comme cette journée, les fidèles se tiennent droit dans le sentier d'Allah, énoncé par son prophète, paix et salut sur lui, pour des millions de croyants. Mais il faut préciser que Ramadan, ce n'est pas que changer d'habitude, c'est observer une ligne de conduite saine, puisqu'il s'agit d'un mois sacré pour le musulman. Sacré, dit-on, mais en quoi? Quel mérite tire-t-il de son acte? Élément de réponse avec Kerna Ousmane Diallo. Moment de pénitence et d'adoration par excellence, le Ramadan est le mois durant lequel le Coran, livre saint des musulmans, a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce qui contribue à conférer à ce mois une importance toute particulière en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce que l'homme fait, c'est pour lui, sauf le jeûne. Autrement dit, quand vous priez, si vous faites les autres actes de dévotion, ceci sera pesé yawm al-qiyamah. Mais le jeûne, Allah dit que ça lui appartient et c'est lui qui va rétribuer le jeûneur yawm al-qiyamah. Et mieux que ça, Dieu a créé spécialement une porte dans le paradis, qui mène dans le paradis, qu'on appelle Ar-Rayyan. Seuls les jeûneurs vont pénétrer dans le paradis à travers cette porte. Le jeûne lors du mois saint de Ramadan est une obligation pour tout fidèle musulman ayant atteint la puberté et jouissant d'un état de santé lui permettant de s'acquitter de ce devoir religieux pour se rapprocher davantage de son Créateur. C'est un des piliers de l'islam qu'il convient de respecter. Le Ramadan est une occasion, après avoir dompté son cœur pour Dieu, le Ramadan dompte également notre corps, c'est-à-dire le physique, par la privation. Sur le plan scientifique, les bienfaits du jeûne sur l'organisme ont fait l'objet d'études. Dr Mohamed Lamine Diallo nous livre les résultats de sa thèse en médecine sur le jeûne et la santé. J'atteste que le prophète a raison lorsqu'il a dit « Soum tasihu »,
c'est-à-dire jeûner et vous acquérez la santé. Alors, lorsque vous prenez sur le plan physiologique, le fonctionnement même du tube digestif, l'estomac, les intestins et tous les sucs gastriques ont besoin d'un renouvellement. Et le ramadan est cette occasion-là. C'est-à-dire que le ramadan, pendant la journée, c'est une occasion pour l'estomac de se reposer un peu. Au lieu de travailler 24 heures sur 24 heures, 12 mois sur 12 mois, on doit lui donner la possibilité de se reposer un temps soit peu pendant le mois de ramadan dans la journée. Ceci a des avantages énormes. Ça assainit l'estomac lui-même, ça assainit les intestins et ça régénère les sucs digestifs qui, si vous voulez, créent le métabolisme lorsque nous consommons les aliments. Donc tous ces aliments, tous ces éléments réunis font qu'il y a un assainissement profond de notre tube digestif et par conséquent de tout notre organisme. L'autre grand avantage du mois saint de Ramadan est le bénéfice tiré lors de la nuit du destin. Une nuit parmi les 10 derniers jours dont les actes d'adoration sont meilleurs à 1000 mois de dévotion. Pendant 30 jours, au plus, les fidèles musulmans doivent s'abstenir de manger pendant la journée. On dit que Ramadan est en lui-même un remède à plusieurs types de maladies. Encore faut-il savoir quelle combinaison alimentaire faire le soir au moment de la rupture. L'alimentation du musulman est à surveiller. Diana Yansani. La gastrique et le diabète, deux maladies évoquées comme argument par certains musulmans pour ne pas observer le jeûne. La gastrique, ça n'empêche pas de jeûner. À l'endroit de mes amis qui ont la gastrique, je leur conseillerais de ne pas faire une cause pour ne pas jeûner et de vraiment jeûner. Le jeûne même peut les aider encore à mieux améliorer leur santé. Autour de cette question d'actualité, cet enseignant-chercheur en médecine précise. Les gens qui ont la gastrite, les gens qui ont l'ulcère, les gens qui ont la colopathie, le jeûne du Ramadan, c'est leur médicament. Donc, le jeûne n'a que des bienfaits au niveau de la santé de l'organisme et au niveau de tous les organes de l'organisme, particulièrement le tractus digestif. Des petits secrets sont aussi dispensés par ce spécialiste pour aider les fidèles musulmans à couper le jeûne et à s'alimenter correctement pendant ce mois saint de Ramadan. Il ne faut pas cracher. La quantité de crachat par 24 heures correspond à 1,5 litre d'eau de l'organisme. Vous allez provoquer une déshydratation et garder le calme, moins de stress. À 19 heures, coupez le jeûne par une date. La date, c'est un sucre moins rapide. Si vous coupez le jeûne avec du sirop sucré, je ne sais pas si vous appelez ça bissap ou bienjang, vous allez inonder rapidement l'estomac et l'estomac ne pourra plus digérer le reste des aliments que vous allez consommer. Donc, coupez avec un sucre semi-lent. Ne pas manger trop d'aliments riches en cholestérol, les œufs. Et il ne faut pas manger aussi en grande quantité ou tout le temps un seul aliment. Franchement, il faut varier un peu. Pour cet enseignant-chercheur, le jeûne est curatif. Il martèle que conformément aux préceptes de l'islam, en cas d'incapacité avérée, le patient peut se contenter de faire des aumônes. Comment donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les Nations Unies et la Guinée? La question était au cœur de l'audience que le président Alpha Condé a accordée à un émissaire de l'ONU. Mais avant, le chef de l'État a discuté de questions énergétiques avec le conseiller spécial du développement des énergies renouvelables en Afrique. Compte rendu d'audience, Mohamed Lamine Souma. L'initiative des chefs d'État africains pour le développement des énergies renouvelables sur le continent fait du chemin. Les entretiens entre le professeur Alpha Condé, mandaté par tous les chefs d'État africains pour mener à bien cette initiative, et le Conseil spécial développement durable Centre-Sud se situe dans ce cadre. Pour discuter de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. Comme vous le savez, il a été mandaté par ses pairs chefs d'État africains de coordonner toutes les activités, toutes les actions pour le développement énergétique du continent. Et c'est dans ce cadre-ci que nous sommes venus nous entretenir avec lui
recueillir ses conseils, ses orientations sur une des initiatives les plus importantes que le continent ait jamais entrepris jusqu'ici et qui a été initiée lors de la COP 21 à Paris. Il s'agit, à partir de 2020, d'avoir 10 gigas de capacité nouvelle et additionnelle sur le système énergétique du continent et entre 2020 et 2030, 300 gigawatts. Le ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique qui a introduit cette équipe d'experts au palais Sékou Toureya explique le bien fondé du choix porté sur le président Alpha Condé. Depuis Davos, le président de la République a démontré sa vision et sa passion pour l'électrification de l'Afrique à partir de Davos. Ensuite, c'était à Addis Abeba le 29 janvier 2016 où il a contribué fortement à séparer le dossier des règlements climatiques et de l'énergie, qui a été ce jour-là séparé. L'Égypte va s'occuper du dossier climat et notre président s'occupe de l'énergie pour toute l'Afrique. Donc cette initiative est en train de faire son petit bonhomme de chemin qui sera coordonné par notre président de la République. Aujourd'hui, il a donné des instructions précises et fermes à cette équipe-là pour la suite des travaux, afin que toute l'Afrique s'intègre dans cette initiative. De son côté, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a passé en revue avec le chef de l'État l'évolution de la coopération dans ce domaine. Ça nous a permis de passer en revue le progrès, mais aussi d'identifier un certain nombre de points sur lesquels on doit se concentrer dans les mois à venir, notamment en ce qui concerne l'appui statistique et les questions foncières, qui sont deux domaines très importants pour la mobilisation d'une capacité interne pour les réformes qui sont en cours. Monsieur le Président, que je considère vraiment quelqu'un qui fait un travail remarquable de réforme institutionnelle en Guinée, mais aussi qui a une position très importante sur les dossiers panafricains. Autant dire que la recherche de solutions au développement économique de la Guinée est le souci constant du président de la République. Économie, l'actualité, c'est comment faciliter la relance de ce secteur. Ce matin, le Premier ministre a présidé une séance de travail, une rencontre entre membres du gouvernement et experts de la Commission économique pour l'Afrique. L'idée, c'est de cerner les paramètres liés au financement des grands projets. Adi Kamara. C'est une mission de la Commission économique pour l'Afrique qui séjourne en Guinée depuis hier. Son objectif est de produire et de diffuser des analyses et des recommandations des politiques propres à chaque pays en vue d'une transformation économique, favorisant ainsi une croissance économique soutenue et un développement social. Ici en Guinée, les acteurs font appel à l'expertise et à l'appui technique de la CEIA qui est déjà prête à accompagner la Guinée. Nous avons élu un sujet particulier comme sujet d'intérêt plus immédiat pour la Guinée, c'est-à-dire l'énergie. Notre analyse, bien sûr, montre qu'il y a eu des effets dévastateurs par le virus, maladie à virus Ebola, qui ont été sentis au niveau macroéconomique mais aussi au niveau social. Mais nous estimons que la Guinée est prête à rebondir cette année. Tous les défis de la Guinée en matière de financement des projets à caractère social et économique ont été passés au peigne fin. Il s'agit notamment des secteurs des mines, de l'industrie, de l'économie et des finances, de la banque, de la planification et de l'énergie. La démarche de la Guinée est de préserver la stabilité macroéconomique pour favoriser l'investissement et la lutte contre la pauvreté. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les difficultés budgétaires liées à l'insuffisance ou au manque à gagner sur les recettes intérieures qui ont, pour le cas de l'année 2015 par exemple, qui ont été essentiellement la cause donc, des montants importants qui n'ont pas été payés au titre des services rendus à l'État ou de certains marchés qui ont été exécutés pour le compte de l'État. Donc à ce niveau, l'effort va continuer
l'effort doit se faire dans deux sens. L'État va continuer à faire l'effort de payer, mais parallèlement à améliorer, à faire des efforts pour améliorer les recettes. Je réitère ici l'appel donc à tous les contribuables qui doivent s'acquitter de leurs impôts pour permettre à l'État justement de faire face à ces engagements. Un plan d'orientation stratégique et de planification du développement de la Guinée devrait nous conduire à une véritable relance macroéconomique du pays. Cette note par laquelle l'ambassade de Guinée en France informe la communauté guinéenne que la première phase des opérations de remise des passeports biométriques s'effectuera du mercredi 8 au dimanche 12 juin 2016 à l'ambassade de Guinée à Paris. Cette première phase des opérations ne concerne qu'une partie des demandes enregistrées à Paris, Montreuil. L'ambassade de Guinée invite les personnes concernées à prendre connaissance de la date précise de leur convocation afin d'éviter tout déplacement inutile. L'ambassade précise que les passeports ne seront remis que sur présentation de l'original du récépissé. Par ailleurs, les demandes effectuées à Lyon et à Nantes feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Nous allons vous faire une découverte extraordinaire ce soir. Vous allez adorer ce jardin botanique en plein cœur de la commune urbaine de Sérédou, dans Massanta, un jardin tenu par un chercheur français. Ensemble, nous allons suivre notre reporter Fodé Camara pour voir comment les plantes médicinales sont mises en valeur. C'est parti. À près de 800 km de Conakry, Sérédou, une commune rurale de Macenta. Ici se dresse le mont Ziama, un symbole de la biodiversité, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous le pied de ce massif montagneux, le programme agroforêt du Centre de recherche agronomique de Sérédou s'occupe de la valorisation des espèces forestières jalousement conservées dans le jardin botanique Roland Porter, du nom d'un chercheur français qui a créé en 1949 cet espace vert multidimensionnel. Ce jardin a un intérêt non seulement écologique, médicinal, agronomique, économique. Au-delà de la foresterie, autre projet de recherche-développement, les cultures pérennes, cola, café, cacao, EVA et palmier à huile. Objectif affiché, concilier recherche et production et améliorer les circuits de commercialisation. Le passé de ce centre était très riche. De 1936 à 86, 50 ans, il y a deux activités qui se menaient là, la recherche et la production. La production supportait la recherche, mais après la privatisation, tout est tombé à l'eau. Donc nous sommes en train de planter pour essayer de voir dans la mesure du possible comment on peut alléger les dépenses de l'État. Le produit phare du programme Culture Pérenne est le café Ziama, un café acidulé et aromatique au goût unique au monde, une fierté nationale dont la qualité est liée à son origine. Ce café a un caractère très spécifique par rapport aux autres cafés de la région, puisqu'il est pris dans le massif du Ziama. Et c'est ce massif qui donne à ce café une qualité exceptionnelle. Ici à Sérédou, pour les différentes filières de la région, les travaux de recherche gravitent autour de l'introduction en milieu paysan du matériel végétal à haut rendement, mais aussi l'amélioration des techniques culturales et la protection des plantes contre les nuisibles. Ceux qui pratiquent l'autoroute Fidel Castro ont dû être confrontés ce soir même à quelques désagréments au niveau de Dabondi. La société qui construit le grand marché juste en bordure de route a entamé des travaux de réalisation d'un ouvrage de franchissement. Ces travaux pourraient durer 2 semaines au moins. L'idée, c'est d'éviter de possibles inondations pendant cette saison des pluies. Moussa Komara. À Dabondi, les travaux d'ouverture d'un ouvrage de franchissement vont être lancés ce soir. Pendant ce temps, la circulation sur l'autoroute Fidel Castro va connaître une perturbation durant 2 semaines. Le génie militaire chargé d'exécuter les travaux est déjà sur le site. 25 ingénieurs militaires et 10 civils travaillent intensément pour créer une déviation en vue de soulager les automobilistes. Ce travail est un travail d'utilité publique. On sait tous que ce canal-là a toujours été un problème. Et nous, en tant que d'entente internationale, quand on a eu ce travail pour l'intérêt de la population, nous avons fait appel au génie militaire. Ça, c'est la main-d'œuvre qui est pour tout le monde.
Voilà pourquoi ce soir, s'il plaît à Dieu, on va couper l'autoroute pour que ce canal qui a toujours été un problème à partir dans les jours qui suivent cesse d'être un problème. Aujourd'hui particulièrement, nous sommes là pour ouvrir l'ouvrage sur l'autoroute. Et nous avons demandé le concours de la police pour canaliser la circulation et le concours des autres entreprises pour aider à sensibiliser surtout la population parce que c'est le facteur prédominant ici. Les travaux de cette première partie vont finir dans 72 heures selon le génie militaire. Une équipe de policiers mobilisés sur le site devra réguler la circulation et sécuriser le personnel déployé pendant ces travaux d'intérêt public. Nous, on a mis tout en place pour ne pas qu'il y ait embouteillage. Si, dans la mesure du possible, les gens nous écoutent et qu'ils nous respectent nos instructions, il y aura des déviations, la déviation va être faite, il y aura des barrières, il y aura des policiers pour les orienter. Ce ne serait qu'un petit tronçon, ça ne fait même pas 1 kilomètre de déviation. Non, ça ne fait même pas 500 mètres. Vous rentrez là, vous sortez de l'autre côté, vous reprenez la circulation, vous continuez et les travaux continuent. Mais tout cela doit se faire dans le respect, dans la discipline. Du côté de la route du Niger, une grande ouverture est aussi faite pour éviter les inondations pendant cette période de grandes pluies. Sur le chantier, l'équipement nécessaire est acheminé et le travail se fera sans arrêt. Ce chantier fait suite à celui du grand marché de Dabondi. Autrefois versant de toutes les eaux de ruissellement du quartier, il pourrait être le centre de transactions le plus moderne du pays, une fois ces travaux. Et un des plus modernes d'Afrique. Lutte contre le terrorisme. Un avant-projet de loi existe désormais sur papier. C'est la principale résolution qui sanctionne un atelier national tenu à Kindia. Plusieurs hauts responsables de l'armée ainsi que des structures de promotion des droits humains ont travaillé sur ce document et doit être validé avant soumission à l'Assemblée nationale. Commandant Mohamed Kassé. Doter la Guinée d'instruments juridiques et institutionnels adéquats afin de lutter contre le terrorisme est la toile de fond de cet atelier qui a regroupé durant 5 jours acteurs étatiques et non étatiques. Cette synthèse des textes juridiques vise à poser une réplique fondée sur la prévention et la mutualisation des efforts. Il y a vraiment urgence que la Guinée se dote d'une excellente loi portant sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ce séminaire se tient dans un contexte majeur. C'est d'un intérêt capital pour les forces de défense et de sécurité. Financé par le gouvernement guinéen et le système des Nations Unies, ce cadre doit s'adapter aux réalités spécifiques et à un dispositif sécuritaire qui implique toutes les couches de la société guinéenne. Le projet de loi soumis aujourd'hui à l'examen des participants de cet atelier a déjà fait l'objet de plusieurs rencontres au niveau de Conakry avec les composantes, n'est-ce pas, de notre société, avec les spécialistes des questions juridiques, des questions de défense, de sécurité, de protection des droits de l'homme. Le terrorisme en tant qu'un phénomène de société est une question transversale. Sa prévention, tout comme sa lutte, implique toutes les composantes de la société. Cette rencontre est une aspiration qui consiste à créer un climat de paix durable pour un développement socio-économique de la Guinée. Osiwa et les blogueurs, l'aventure va se poursuivre. Les deux parties l'ont décidé ainsi au terme de cette réunion cruciale, une réunion de travail où les blogueurs de Guinée ont fait le point sur une année d'activité. Pour rappel, c'est en 2015 que Osiwa a décidé de les appuyer. On voit tout cela avec Ousmane Bar. Qui contribue à la consolidation de la paix et de la démocratie en Guinée. Elle s'illustre dans les appuis aux structures qui mènent des activités citoyennes sur le terrain. L'association des blogueurs de Guinée, Ablogui, en est un exemple. Cette association qui anime des débats sur le net a profité de la présence à Conakry des représentants d'Osiwa de la sous-région pour présenter les activités qu'elle a réalisées depuis le début de leur partenariat. C'est une invitation. Nous Osiwa qui est notre partenaire, qui nous a appuyé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Guinée Vote pour l'observation citoyenne de la présidentielle de 2015, mais aussi qui nous appuie pour la mise en œuvre d'un autre projet qu'on appelle l'AIDI. Ils tiennent leur conseil d'administration ici, à Conakry, et ils nous ont demandé à nous rendre visite
et pour justement échanger sur nos partenariats et aussi voir comment nous mettons en œuvre les différents projets qu'ils appuient en Guinée. Après avoir échangé sur plusieurs thématiques d'intérêt public, la Fondation Osiwa se dit satisfaite. Il nous a semblé important que le travail des blogueurs dans le soutien du processus démocratique, dans la surveillance électorale, dans le relais des informations, dans la conscientisation à la participation citoyenne était quelque chose d'important. Et je pense que dans d'autres pays de la sous-région, Osiwa a soutenu des expériences similaires et a vu l'impact que ça pouvait avoir dans les processus électoraux et dans la qualité de l'engagement citoyen des uns et des autres. Les deux partenaires se sont à nouveau engagés à mutualiser leurs efforts afin que ces jeunes blogueurs puissent toucher un grand public. Une histoire d'amour qui va se poursuivre. 60 tonnes de riz pour les dockers et balayeuses de la capitale. C'est un don du président Alpha Condé remis aux ayants droit par le gouverneur de Conakry. Une démarche par laquelle le chef de l'État apporte son soutien aux bénéficiaires pendant ce mois saint de Ramadan. Moussa Bangora. C'est une importante quantité de riz destinée aux dockers du port autonome de Conakry. Le geste est du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en ce début du mois saint de Ramadan. Au total, 500 sacs de riz sont offerts à cette main-d'œuvre portuaire. Tous ceux qui sont en train de fournir sur le terrain, le président de la République a jugé nécessaire de faire un don à cette population, à ce travers de la GEMAP. C'est pour cette raison aujourd'hui nous sommes là. C'est un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance à l'endroit de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui ne cesse d'assister les dockers de la République de Guinée en ce mois saint de Ramadan. Il n'est pas à sa première épreuve. Dans le même cadre, 600 autres sacs ont été donnés aux femmes balayeuses des 5 communes de la capitale. L'action consiste à encourager ces femmes dans leur travail quotidien. Avec l'arrivée de ce mois saint, nous sommes encore avec un remorque de 600 sacs de riz pour nos femmes balayeuses. Donc nous ne faisons que les remercier et que les gestes soient continuels au niveau des quartiers. Soulager la population en situation difficile, telle est l'ambition du chef de l'État en cette période de pénitence et de solidarité. D'autres gestes sont attendus en ce mois béni de Ramadan. Un rappel de cette note par laquelle l'ambassade de Guinée en France informe la communauté guinéenne que la première phase des opérations de remise des passeports biométriques s'effectuera du mercredi 8 au dimanche 12 juin 2016 à l'ambassade de Guinée à Paris. Cette première phase des opérations ne concerne qu'une partie des demandes enregistrées à Paris, Montreuil. L'ambassade de Guinée invite les personnes concernées à prendre connaissance de la date précise de leur convocation afin d'éviter tout déplacement inutile. L'ambassade précise que les passeports ne seront remis que sur présentation de l'original du récépissé. Par ailleurs, les demandes effectuées à Lyon et à Nantes feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Fini cette édition, merci de l'avoir suivi, à demain.